le thème de cette journée du patrimoine cette année, c'est patrimoine naturel, patrimoine culturel. Sur Ronques, on peut expliquer la même chose. Souvent, quand on pense patrimoine, on pense au château, le château Vérague, le château Laurent, le château Tiberghien. Mais ces châteaux, ils sont accompagnés de parcs. Les bourgeois industriels qui ont réussi à s'enrichir avec l'industrie du textile sont venus à Ronques pour profiter du calme, de la verdure, de la campagne. Et donc ils sont venus construire leur château et avec ces châteaux s'accompagnaient des parcs. Des parcs paysagers, au 19e, ces parcs paysagers, c'est souvent des parcs à l'anglaise. Donc voilà, ces parcs, ils font partie du patrimoine. Quand des arbres sont plantés à proximité d'habitations, les habitations ont une valeur foncière plus importante que si les arbres n'étaient pas là. Et dernière chose aussi, on y pense peut-être moins, mais c'est une valeur aussi symbolique, poétique, historique. On connaît tous des histoires avec des arbres, des petites anecdotes, et donc ça en fait partie. Le platane commun, pour le reconnaître, c'est facile, c'est l'écorce particulière. C'est une écorce qui tombe en lambeaux au rythme de la croissance, et on dit que, le terme technique, elle se desquame. Toutes nos grandes villes sont peuplées de platanes aux grands alignements. Il n'a aucune valeur écologique. Zéro insecte ne niche à l'intérieur du platane. Par rapport à un érable ou à un tilleul qui sont des plantes indigènes qui eux peuvent abriter 15 à 20 différentes variétés d'insectes, qui va créer des problèmes en milieu urbain pour tous les gens asthmatiques et les enfants. Donc on devra en tenir compte à l'avenir dans nos façons de gérer et de planter les arbres en milieu urbain. On a perdu nos ormes dans l'Europe entière déjà. C'était un champignon et une bactérie. Là, on a plus d'hiver. On a plus d'hiver assez fort, donc on a tous les insectes qui viennent se développer et tout. On a un peu plus de pollution, mais la pollution n'est pas fatale pour les arbres. Au contraire, ils aiment bien, eux, ils s'en sortent bien et tout. On a l'homme qui veut construire, hein, qui abat. Sinon, on n'est pas inquiet pour la densité des arbres, puisqu'elle est en augmentation tous les ans en France. Derrière les cadres, il y a des tableaux, et les tableaux, on se rend bien compte qu'on sait naturellement que c'est du patrimoine. Et là, on a laissé vide exprès le cadre, de manière à pouvoir voir l'arbre qui se trouve de l'autre côté, l'observer, donc prendre conscience que c'est du patrimoine, mais aussi c'est un patrimoine qui évolue au fil des saisons, donc n'hésitez pas à revenir pour justement prendre le temps de regarder, le voir évoluer au fil des saisons, le voir changer de couleur, le voir fleurir entre autres. Donc voilà un petit peu la petite parenthèse sur ces éléments. C'est ce qu'on a appelé l'œuvre d'arbre. C'est le chêne sessile parce qu'en fait, ça n'est pas le chêne pédonculé parce que comme son nom l'indique, le chêne pédonculé il a un pédoncule. C'est-à-dire qu'il y a une petite tige à la base de la feuille qui le relie à la branche. Là c'est un chêne sessile parce qu'en fin de compte, il a quasiment pas ou pas de pédoncule. Les aiguilles elles sont grillées, là on ne peut rien faire. Ça aussi c'est un champignon, Sapinea espinea, qui se développe et qui est accentué par l'humidité et la chaleur. L'arbre il est potentiellement immortel. Pour remettre un petit peu dans le contexte, 43 000 ans, c'est un individu, un arbre, et il est aussi vieux que l'espèce humaine, à peu près. Des branches assez lourdes qui vont frôler le sol et qui vont faire des racines. Et donc, on a un individu qui a le même génome, qui a les mêmes gènes, mais il forme donc une colonie. Et donc, on appelle ça des marcottes. Autre chose, c'est les drageons. C'est les racines à la surface du sol qui vont émettre des jeunes arbres. Et donc là, on dit l'arbre hydrageonne ou c'est des drageons. Par exemple, les lilas, c'est des arbustes qui hydrageonnent beaucoup. Pour revenir au hou royal de Tasmanie, par ces principes-là de structure colonnaire, il a une circonférence de tronc de 1 km. Donc c'est le plus vieil arbre qu'on connaît en vie encore aujourd'hui. Très intéressant, beaucoup de termes techniques, mais c'est bien, on voit la biodiversité sur Ronques. Et puis il y a des très bonnes explications avec les deux messieurs là, donc c'est très intéressant. Puis ils peuvent répondre à nos questions et ils font un très bon exposé de tout ce qu'on peut savoir effectivement sur les arbres.
on voit ou on sait que l'arbre il date sûrement de la création du parc, donc cet arbre a peut-être 150 ans, un petit peu plus, et donc il est vraiment remarquable et notamment pour le protéger, il est inscrit au plan local d'urbanisme de manière à ce qu'on le référence bien et certaines règles, notamment l'interdiction de faire des travaux autour, soient écrites de manière à pouvoir le préserver. Il est atteint d'un champignon. Jacques, te laisser un peu plus. Oui, alors, ça c'est un champignon, c'est très classique, c'est un peu spécial au hêtre, on l'observe bien, on l'appelle langue de bœuf, nous, hein, c'est un peu une langue de bœuf. C'est un carpophage, un giganteus, Polypore giganteus. Et en fait, quand il fructifie à l'extérieur, ça veut dire qu'il a déjà fait son travail, cet arbre n'a presque plus d'enracinement. Le tronc a une partie vide, il est malade mais on peut le conserver encore. Et visiblement la maladie est en train de se stabiliser entre les deux dernières échographies, les deux dernières expertises qu'on a faites. Et c'est un dépérissement naturel, puisque l'arbre n'a pas de cellule de vieillissement, hein, comme vous avez aucune cellule de vieillissement des arbres, donc il ne meurt pas, mais le champ, il est attaqué que par les extérieurs, l'arbre. Hein. Les arbres, des fois, ils ont des maladies à cause des champignons. Là, on a un tulipier de Virginie, un jeune tulipier de Virginie. Et ça participe aussi à renouveler notre patrimoine arboré. En l'automne, les feuilles tombent, il y a les bourgeons qui sont là. Et puis au printemps, quand la situation est meilleure pour son développement, les bourgeons vont éclore, vont former des feuilles, des fruits, des fleurs, et donc un jeune étain, il peut se rallumer. Et donc voilà, on a nos deux éléments qui nous permettent de dire que l'arbre est potentiellement immortel. La vie des arbres, et en plus le travail que font les hommes pour analyser leurs maladies, tout ça, c'est vraiment très très intéressant. On a dit que l'arbre était potentiellement immortel, mais on voit bien que les arbres meurent à un moment ou à un autre. Quelles sont les causes de leur mort? Ça peut être des causes humaines, ça peut être aussi des conditions climatiques. Par exemple, des sécheresses répétées, c'est des conditions climatiques qui peuvent entraîner la mort de l'arbre. Ça peut être aussi des espèces extérieures, champignons, pathogènes, insectes, qui vont entraîner aussi la mort de l'arbre. Cependant, l'homme, il peut avoir aussi une responsabilité en préservant l'arbre. Et là, c'est un exemple de ce qu'on a fait après une expertise. On a vu la présence d'un champignon, un polypore géant. Par contre, l'une des préconisations qui nous a été faite, c'était d'aider l'arbre à vivre dans de bonnes conditions. Et c'est pour ça qu'on a mis ici ces copeaux sur 10 cm. C'est du mulch, on appelle ça, c'est des débris végétaux qu'on a mis sur 10 cm. Ça permet justement d'aérer le sol, d'éviter ces compactions pour les racines. Ça permet aussi à garder l'humidité, voilà. Rares sont les mairies qui se donnent le moyen à ce point-là de suivre leurs arbres, ça faut le dire. Hein. Cet arbre, le cyprès chauve, il est adapté au milieu marécageux. Ces petites excroissances, elles sortent du sol et en fait elles permettent de capter l'oxygène dont a besoin l'arbre, mais aussi en période de submersion de conserver l'oxygène. On appelle ça des pneumatophores, c'est le nom scientifique. Les systèmes racinaires souvent s'étendent beaucoup plus largement que la projection du pied au sol. Et ce système racinaire, il n'est pas symétrique non plus, il dépend de la qualité du sol, s'il y a de la roche, les racines vont un peu explorer comme ça, ou s'il y a du relief, et chaque espèce et chaque individu, suivant son milieu, va avoir un système racinaire qui lui est propre, une architecture racinaire qui lui est propre. Au tronc, au diamètre et à charpente, entre 40 et 45 ans. Mais je peux me tromper. L'environnement a complètement changé du parc. Par rapport à 49 ? Par rapport à 49. Ici, c'était la campagne derrière. Pas de parking, pas de perron, et c'était vraiment la campagne, des champs. Et justement, le parc d'ambiance naturelle, il ouvrait un petit peu sur ce parc, sur l'environnement champêtre, justement pour l'utiliser. C'est ce qu'on appelle le paysage d'emprunt. Il emprunte le paysage extérieur. Voilà notre tilleul. Il faudrait éviter d'élaguer les arbres, de les tailler. Ça, parce que souvent, quand on coupe une grosse branche, en fin de compte, eh bien,
on fait perdre à l'arbre une partie de ses réserves et aussi on fait perdre à l'arbre une partie de la source de ses réserves, une partie de son feuillage. Ici, c'était le site seigneurial ancien, donc au XVIe, XVIIe siècle. On a quand même les images du duc de Crouy, enfin vous savez, les fameux albums de Crouy, où on a un peu comme ça, grosso modo, l'idée de ce que ça pouvait faire, mais très, très rudimentaire. Et puis après, il y a eu plusieurs propriétaires, un peu, surtout au XIXe siècle. Le château de la comtesse de Ronc, c'était là aussi. Bon, on ne sait pas quelle physionomie il avait, on n'a plus du tout d'image ou quoi que ce soit. Peut-être qu'on en retrouvera un jour d'archives qu'on n'a pas aujourd'hui. Et après, c'est Tibérien au début du XXe. Mais en 14-18, tout est quasiment rasé. Les questions qu'il faut se poser. La première, c'est le volume souterrain. Est-ce qu'il a un volume de terre assez suffisant et est-ce que l'espèce, ou comment est la terre, quelles caractéristiques elle a pour planter le bon arbre, la bonne espèce, en fonction de la terre. Par contre, on ne va pas planter, et donc là on peut parler aussi d'autre chose, on va parler du sol, mais du climat aussi, on ne va pas planter des espèces qui sont sensibles au froid. Est-ce qu'il a assez de place pour se développer? Une petite phrase d'un chercheur, d'un ingénieur arboricole, qui est intéressante et qui est très parlant. Il dit « Planter un cèdre à 3 mètres d'une façade, c'est comme un alevin de brochet dans un bocal à poisson rouge. » On n'a pas le droit de planter des arbres de plus de 2 mètres à moins de 2 mètres de la parcelle ou de la limite de propriété. Sauf, et là il y a 2 exceptions, sauf si l'arbre est là depuis plus de 30 ans, là on parle de prescription trentenaire, sauf si la parcelle a été divisée, par exemple un héritage, et qu'au moment de la division de parcelle, personne ne souhaite l'abattage de l'arbre, et bien la division de parcelle est faite, on ne peut plus toucher à l'arbre.